Bonjour à tous, vous l'entendez, je suis malade. J'ai eu la bonne idée de tomber malade juste avant de tourner, parce que pourquoi pas. Je voulais tourner la vidéo sur le Sigma BF qui est ici pendant que je l'ai encore, donc j'ai pas trop le choix sur la date. Et voilà, on va faire avec. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai reçu le Sigma BF de la part de Sigma il y a à peu près un mois, ce qui m'a permis de le tester tout ce temps-là. Alors évidemment c'était un prêt, je vais le rendre. Et je l'ai eu avec un 35 f2 et le 90 mm 2.8 que j'ai un petit peu moins utilisé parce que c'est très dédié au portrait. Voilà, mais c'est pas grave. Donc dans cette vidéo, on va aborder ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, est-ce que je l'aurais acheté pour moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est une proposition qui est quand même assez forte, et on va traiter un petit peu tout ça. Voilà. Donc déjà, de base, pour poser le contexte, moi cet appareil, je le vois comme un mix quasi parfait entre un Ricoh GR et un Leica Q. Alors pourquoi je vous dis ça? Il a le côté compact d'un Ricoh GR, je pense que c'est un des plus petits full frame du marché, il est tout petit, il se glisse dans un sac, tout ça, et encore, j'ai pas la plus petite optique avec, mais je pense qu'on doit pouvoir le rendre encore plus compact. Donc il a ce côté très compact du Ricoh GR, et à la prise de vue, c'est un peu pareil, parce qu'on shoot qu'à travers un écran, il n'y a pas de viseur. Pour moi, c'est pas grave, parce que comme vous le voyez depuis des années, je porte des lunettes, et tous les viseurs, c'est plus ou moins chiant, hein. Le petit œilleton dégueulasse qui laisse des traces dessus, enfin bref, c'est toujours plus ou moins galère. Donc ça me manque pas quand il n'y a pas d'écran. Donc en ça, il est très proche d'un Ricoh GR. Et il y a le côté très premium, très qualité, bah aussi full frame, avec un très bon capteur qu'on retrouve chez les Leica Q. Donc c'est un peu comme si on avait pris les deux, et que on les avait fusionnés ensemble. Alors avant de rentrer dans ce qui est négatif, ce qui est amélioré et ce qui est positif, il faut que je donne une petite clé de lecture, c'est-à-dire, si je donne 5 trucs négatifs et un positif, ça veut pas dire que l'appareil, faut pas le prendre. Ça veut pas dire qu'il est pas bien. Typiquement, imaginez, j'invente, hein, mais je vous dis, l'appareil Beta Prout 14, y a rien qui va, il a une image d'autonomie, la qualité c'est du 20 pixels, pas 20 millions, 20 pixels, etc. Voilà. Par contre, à chaque fois que vous prenez une photographie avec, elle est exposée au MoMA et vous touchez 2 millions d'euros. Vous allez me dire, il m'intéresse cet appareil. Voilà, bon. J'exagère évidemment beaucoup avec cette analogie totalement foireuse, mais vous voyez l'idée, c'est pas un point pour un point, et l'expérience globale, c'est pas juste une somme de ce qui est bien, ce qui est pas bien, et à la fin on fait un tableau Excel, on en parle plus. C'est plus compliqué que ça, c'est plutôt, ça va être plus subtil, et je vous donnerai ma conclusion, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste petit aparté comme ça, je vais vous montrer des images que j'ai faites avec, je les ai mis en fin de vidéo pour pas vous embêter avec ça pendant que je parle. C'est des images que j'ai faites pour moi, mais le problème c'est que les images que je préfère les mieux, c'est beaucoup des portraits que j'ai fait à Noël et en famille, parce que je m'en suis servi pendant la période des fêtes, et je vais pas vous les montrer. Voilà, c'est un peu des images de démo, mais c'est pas les plus cool, parce que bah, les plus cool, elles sont sur mon disque dur bien au chaud. Donc on va démarrer par les défauts de l'appareil photo. Le problème c'est que pour moi c'est compliqué de lui reprocher de faire certains trucs, dans le sens où c'est un peu la proposition de base. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on peut dire une Bugatti, c'est chiant à garer et le plein coûte cher. Oui, mais en même temps, c'est une voiture qui est grande et qui consomme beaucoup d'essence. Encore une analogie foireuse, mais vous voyez l'idée. Donc, il a des défauts, mais est-ce que vraiment on peut lui reprocher? Plus compliqué, quoi. Donc, dans les défauts qu'il a, tout d'abord, il y a la batterie qui tient pas énormément, je crois que c'est 200 photos, quelque chose comme ça, on va dire entre 200 et 300 pour être vraiment large. Moi, je l'ai vu fondre assez vite quand je m'en servais. C'est pas vraiment un problème, dans le sens où, bah, pour mon Ricoh GR, j'ai deux batteries, sur moi, en fait, pour tous mes appareils, quand je sors shooter, j'ai plusieurs batteries. Même mon XT4, qui encaisse quand même plutôt bien les tournages, les photos, machin, j'ai plusieurs batteries quand je shoot avec, le D750 que j'ai, qui encaisse de folie parce que c'est un réflexe et la batterie tient très très longtemps, bah j'ai quand même plusieurs batteries quand je pars shooter. Ça va pas me changer beaucoup sur la pratique, juste je vais la changer plus régulièrement, mais encore une fois je pense que c'est lié à la proposition, parce que vous pouvez faire une plus grosse batterie qui tient plus longtemps, mais il n'y a pas cette forme sympa, ce monobloc d'aluminium qui le caractérise. Donc ça, pas faire autrement quoi. Pareil, ce qui m'a un petit peu manqué, mais qui est encore une fois explicable par la proposition, c'est l'écran orientable. Ça aurait été cool d'avoir un écran qui s'oriente comme ça, qui permet de shooter comme ça à hauteur un peu comme un TLR, on va dire. Ça j'aurais bien aimé, mais je pense pas que ce soit compatible avec le monobloc d'alu, parce que du coup il y a une jointure à rajouter ici, il y a une rotule, etc. On n'a plus un appareil qui est en monobloc d'aluminium. Ou, je le rappelle, ça, tout l'appareil photo, c'est une seule pièce. C'est la proposition. Donc, il y a les contraintes qui vont avec. Alors, plus compliqué, il n'y a pas de stabilisation. Alors là, encore une fois, je pense que c'est aussi une question purement de hardware et de comment il a été construit. C'est vrai que ça aurait été cool que le capteur soit stabilisé, parce qu'on aurait pu shooter encore plus à main levée et encore plus dans des situations de basse lumière. Donc ça aurait été sympa, mais toujours la même chose, si on veut que l'appareil soit compact et en une seule pièce, voilà, toujours dans ce monobloc là, bah, difficile de rentrer la stabilisation dedans.
Après, est-ce que c'est vraiment gênant au quotidien? Non, moi je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de stabilisation en lisant les specs. Dans la pratique, ça m'a pas choqué. Pourquoi? Parce que le capteur monte très bien en ISO, j'avais un 35 mm couvre à f2, donc de base je peux shooter sans problème à 1/30, voilà, la nuit à main levée. Ça passe quand même, les photos elles sont nickel, il n'y a pas de sujet. Et enfin, alors ça pour le coup c'est un vrai sujet, et je pense que c'est encore lié une fois à la forme, mais peut-être que ça aurait été possible de le caler, je sais pas. En tout cas, moi, ça me manque un petit peu. C'est qu'il n'y a pas de griffe flash. Et moi, j'aime bien shooter au flash. Un appareil photo avec lequel je peux pas faire de flash, ça m'embête un poil. Ça, pour le coup, c'est un vrai défaut qui m'a embêté. Les autres, ça m'a pas trop embêté, parce que comme je vous dis, bah, ça fait partie de la proposition. Donc, si on achète ça, ça vient avec. Et c'est compensé, et on s'en rend pas trop compte. La griffe flash, ça m'a un petit peu manqué. Mais voilà, ça c'est le défaut pour moi que je retiens après le mois de pratique. Parce que ça aurait été grave cool de faire des photos au flash avec. Il y a aussi, alors là c'est une deuxième catégorie, c'est les choses qui pourraient être corrigées. Donc principalement du logiciel, c'est les petits trucs où une bonne mise à jour du soft, ça ferait du bien, et on pourrait sans doute en tirer beaucoup plus. Le premier truc qui m'a manqué, c'est la double exposition. La double exposition, c'est purement logiciel, hein. Ça change rien sur le hardware, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un appareil qui est lent. Pas parce qu'il est long à faire la mise au point, tout ça, à calculer les choses, il est pas lent comme ça. Mais c'est un appareil avec lequel on prend le temps de photographier. C'est comme ça que je le vois. C'est moins nerveux qu'un Ricoh GR, on est plus, voilà. On prend le temps de photographier, ça qui est sympa. Et du coup, une double exposition, bah, ça rentre carrément là-dedans, le prendre le temps de composer, de cadrer ses images, tout ça, ça marcherait vachement bien. Mais l'option n'y est pas, c'est dommage. Si vous faites une mise à jour, je serais super content qu'elle soit dedans. Il y a aussi la connexion sans fil, donc là je pense que c'est hardware, c'est juste qu'il n'y a pas la puce à l'intérieur, mais ça aurait été pratique de pouvoir partager les images une fois qu'elles sont sur le téléphone, tout ça, de pouvoir les récupérer rapidement. C'est pas le cas, j'ai un petit peu l'habitude avec mes autres appareils de pouvoir faire ça. Dommage que ça y soit pas, mais c'est pas non plus bloquant. Mais je pense que la puce y est pas, donc à mon avis, vous pouvez pas le mettre à jour. Encore une fois, un petit réglage qui manque un petit peu, il n'y a pas de mode ISO Street. Alors ce que j'appelle un mode ISO Street, c'est un peu exagéré. Mais en gros, sur mes autres appareils, je peux mettre de l'ISO automatique, donc je définis une plage ISO, et surtout une vitesse minimale. Je mets une vitesse minimale et après il se débrouille. C'est ce que j'appelle l'ISO Street, parce que la journée je vais mettre, je sais pas, 100 850 ou 100 1600, j'en sais rien, s'il fait beau, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vais dire 1 250e en vitesse minimale, et après tu te démerdes. Parce que qui shoot à 1 500e, 1 millième, etc., j'en ai rien à secouer, tant qu'il n'est pas dessous le 1 250e qui va figer la scène. C'est ce que j'appelle l'ISO Street. Donc ça, je l'ai sur tous mes appareils quasiment, en lui disant, bah voilà, tu descends pas là-dessous, et quand je fais de la photo de rue, c'est trop bien parce que je me prends pas la tête. Là, je l'ai pas, donc c'est soit je mets 1 250e et c'est figé sur ça, et après je dois gérer à l'ouverture ou aux ISO ou machin, soit je l'ai pas. C'est un petit détail logiciel, mais ça simplifie quand même pas mal la vie. D'autant plus que c'est un petit appareil qui se prête très bien à la photographie de rue, donc autant s'en servir si possible pour faire ça. Et enfin, les derniers deux petits détails logiciels, il faudrait un mode de verrouillage de l'auto-exposition. Donc en fait, on peut cliquer dans le menu, verrouiller l'auto-exposition, mais ça reste sur ce qui a été verrouillé. Donc en fait, je vise, je verrouille, ça bouge plus. Et je peux pas l'avoir genre enfin, ou alors j'ai juste pas trouvé, c'est peut-être moi qui ai pas trouvé, mais je peux pas l'avoir sur le bouton ou sur un autre bouton et dire voilà, là je verrouille, tac, je recompose, je shoot. Je verrouille, je recompose, je shoot. Et pareil, alors c'est peut-être moi qui ai pas trouvé non plus, mais ou alors c'est un paramètre dedans, c'est possible. Mais la bague de mise au point s'enclenche une fois qu'il est mis au point. Donc je fais la mise au point, et si jamais je fais ça avec le doigt sans faire exprès, bah, il va activer la mise au point et un menu. J'ai fait vraiment le bourrin avec, j'ai pas lu le manuel, j'avais que un mois, donc je l'ai pris, j'ai shooté, c'est peut-être un truc qui se règle. Alors dans la catégorie, les choses que vous avez évoquées, mais qui moi m'ont pas posé problème, c'est la prise en main. On m'a dit ouais, la prise en main elle est pas pratique, machin, est-ce que c'est vrai et tout. Je n'ai pas eu de soucis avec particulièrement. J'ai eu donc je l'ai eu avec la Dragon, je mets la Dragon autour du poignet, je le tiens, il y a un petit report pour le pouce. J'y ai pas pensé plus que ça au fait que ce soit ou pas facile à prendre en main. Moi, j'ai pas eu de sujet avec ça. C'est forcément moins bien qu'un gros réflexe qui a une poignée, évidemment, mais c'est pas pire qu'un petit Ricoh GR qui tient avec 3 doigts comme ça. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Et maintenant, on va passer aux trucs que j'ai kiffé et qui font que pour moi, c'est un très bon appareil photo, mais on en reparle juste après. Donc dans les trucs que j'ai kiffé, le premier, c'est le design audacieux. Merci Sigma de se casser le cul à essayer de faire des appareils qui n'ont pas tous la même tête comme les autres. Je suis désolé, Fuji c'est un petit peu moins le cas, mais sur leur haut de gamme, XHS, machin, tout ça, Sony, Canon et compagnie, pour moi c'est tous les mêmes, ils ont tous le même design d'espèce de réflexe des années 80, un peu compact machin, donc tous ressemblent quand même beaucoup là-dedans. Même chez Leica, en fait, on va pas se mentir, Leica ils font les appareils qui ont la même tronche depuis 1000 ans. Et c'est cool, et en fait je trouve qu'il y a ce côté
qu'on avait perdu. Donc au tout début des appareils argentiques, on trouve des appareils qui ont plein de formes différentes parce qu'on cherchait encore les formats, on cherchait à faire des propositions. Et ça fait du bien de chercher d'autres choses. Et ça me fait penser aussi au téléphone mobile. Au début de la téléphonie mobile, les téléphones, ils avaient des têtes complètement différentes, des trucs qui s'ouvraient, se pliaient, tournaient, machin, tout ça. On cherchait encore des choses sur l'ergonomie, on cherchait à faire des propositions différentes, à faire des objets différents et à se différencier comme ça. Et c'est cool que Sigma soit là-dedans en fait. Juste ça, c'est très bien. Le fait de se dire, nous, on a fait un truc différent qui ressemble pas aux propositions des autres, ça, je trouve ça très chouette dans l'absolu. J'aimerais bien voir plus de marques oser des choses parce que ce serait bien. Surtout que la photographie et les appareils photo, ça devient un truc de plus en plus, alors, soit orienté vers les professionnels, mais pour nous, les amateurs passionnés, ce serait des choses de niche un peu, parce que la plupart des gens vont photographier avec leur smartphone aujourd'hui. Enfin, le grand public n'achète plus d'appareils photo pour les vacances, tout ça, machin. Et donc, ce serait sympa d'avoir plus de marques qui tentent des trucs, de proposer des choses un petit peu différentes, ça j'aime beaucoup. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, alors ça c'est trop bien, c'est les choix des ratios d'image directement à la molette. Donc en fait, quand on est dans le menu, on appuie, on peut choisir le ratio d'image qu'on veut, et ça permet de l'avoir sur le pouce, donc on a du 6:7, du 4:3, du rapport carré 1:1, et ça c'est sympa parce qu'en fait moi j'aime bien changer le ratio de mes images, ça donne un aspect un peu argentique, film ancien des fois, il y a un effet qui est assez sympa, et qui en se rapprochant du carré, pose les choses sur du paysage est assez intéressant, et le fait de l'avoir juste sur la molette, trop bien, d'un point de vue créatif, trop bien, ça c'est vraiment bien pensé niveau ergonomie. Les couleurs sont aussi incroyables, et voilà, je pense que juste pour le preset qui s'appelle Calme, j'aurais pu acheter l'appareil pour ça. Juste en vrai, pour ça, ça vaudrait le coup de l'acheter. Alors, j'en discutais avec d'autres utilisateurs, et je sais qu'il y a un culte de certains vieux rendus Sigma, Foveon, tout ça, donc dessus, il y a du Foveon jaune, Foveon bleu, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, ça n'a pas été trop ma cam, cela, on va pas se mentir. Par contre, le Rich, donc le couleur riche, est trop bien, et le calme, pour les portraits, il est incroyable. Il rend super doux, il a des tons de peau qui sont trop bien, c'est lumineux, enfin, ça marche hyper bien, et j'ai jamais vu ça chez d'autres marques, donc juste ces deux-là. En vrai, je suis prêt déjà à faire un chèque pour ça. Ce qui m'amène à un autre point qui est cool, c'est que je m'en suis servi pendant les fêtes et il a un rendu très très bien pour les portraits, parce que ses presets marchent bien, et aussi parce que l'autofocus fonctionne vachement bien. Il n'y a pas de latence, ça trouve tout de suite les visages, ça déclenche, voilà. J'ai pas retrouvé comme sur le Ricoh, j'ai l'habitude d'avoir le Snap Distance Priority. Donc en fait on me dit fais la mise au point à 2 mètres avec telle profondeur de champ, et c'est un rasoir parce que c'est de la zone focus un petit peu paramétrée, et dans la street ça marche trop bien. J'ai pas retrouvé ça. Mais l'autofocus marche tellement bien que ça m'a pas manqué. J'ai fait des photos de street avec, j'ai pas des déchets, de trucs flous parce qu'il a pas compris, hein. Il y va et il déclenche. Dans les petits trucs sympas, il y a le bouton play. En fait, quand vous avez l'appareil photo en main et que vous appuyez juste rapidement sur play, il vous montre la dernière image qui a été prise juste parce que c'est une touche tactile, donc ça c'est très cool. C'est un détail, mais c'est un détail sympa. Et les finitions et l'ergonomie globale est généralement très bonne. Moi, j'ai bien apprécié m'en servir. Et c'est un appareil qui enlève toutes les fioritures. Il y a plus de milliers de grands menus avec 150 000 options et des boutons partout à personnaliser avec 17 combinaisons possibles selon comment on change les trucs. Voilà. C'est un appareil qui a le don et la difficulté, mais ça va ensemble, de vous mettre face à vos images. En fait, il fait des images, il les fait bien, et une fois que vous l'avez, faut trouver quoi en faire, quoi. Il n'y a plus ce truc de jouer avec l'appareil, tout ça, machin. Il va un peu lisser la distance entre vous et vos images, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé. Il réduit cette friction-là énormément, et c'est vraiment juste l'outil créatif, quoi, pour créer. Et ça, c'est très sympa. Et enfin, le dernier point, le prix, je crois qu'il est à 2200, 2300 euros, un truc comme ça. Est-ce que le prix est justifié? Pour moi, oui. Il y a une qualité de fabrication qui, à elle seule, justifie ça, le fait monobloc d'alu, machin, tout ça, voilà. Ça fait un full frame ultra compact avec un parc optique de taré, parce que c'est de la monture L, donc vous pouvez mettre plein de trucs. Pour 2300 balles, moi je trouve ça hyper intéressant. Vous dites déjà, un Ricoh GR, ça va vous coûter 1003, c'est un peu plus maintenant, je crois, peut-être 1005 le 4, 1006, quelque chose comme ça. Vous allongez un petit peu plus, oui, mais optique interchangeable, full frame, couleur super cool, finition super cool, donc au global, je trouve que le placement tarifaire, il est ultra agressif, notamment par rapport au Leica Q. Je vous ai dit, pour moi, là j'ai le 35 mm dessus, f2, avec un appareil full frame, c'est quasiment un Leica Q, de toute façon il doit y avoir une optique à 28 comme le Leica Q, bref, pour la moitié du prix. Donc on est vraiment sur quelque chose de très agressif, et en plus qu'il y a des optiques interchangeables, ce qui n'est pas le cas des Leica, donc le placement tarifaire, il est vraiment très bien, ça j'ai rien à redire dessus. Ce qui pose la question de, est-ce que je l'ai aimé, c'est quoi la conclusion, est-ce que j'ai lissé des défauts, tout ça, et est-ce que je l'achèterais pour moi? Alors, est-ce que je l'ai kiffé? Globalement, non. Parce que j'ai envie d'en avoir un maintenant et ça me fait grave chier. C'est un peu comme ça que je le résumerais, c'est-à-dire, je me suis dit, putain, c'est trop bien, je vais le rendre, ça me saoule de le rendre, je suis dégoûté, alors que si je l'avais jamais eu entre les mains, j'aurais pas pensé en avoir envie. Donc,
Le prêt m'a donné envie d'en avoir un, ce qui fait qu'en ça je le déteste parce que j'aime pas avoir envie de nouveaux matos, mais force est de constater que je dois la rendre là dans quelques jours, et ça me fait quand même un peu chier. Donc c'est quand même plutôt une réussite pour ça. Est-ce que je l'achèterai? Là c'est plus compliqué. Alors si vous dites, est-ce que le Thomas qui fait de la photo aurait envie de l'acheter? Oui, ça c'est à peu près sûr. Est-ce que là si je devais dépenser pour ça, vu ma situation actuelle, ma pratique actuelle et ce que je possède déjà, bah plutôt non. Pourquoi? Parce que ça me ferait réinvestir dans un parc optique où j'ai déjà un parc optique Fuji et Nikon, donc réinvestir dedans, ça m'embêterait un petit peu. Et surtout, moi j'ai besoin de... Si jamais je dois dépenser des sous, là tout de suite ce serait dans un... Sûrement un Fuji X H3, s'il sortira H3S, un truc comme ça, parce que mon Fuji me sert beaucoup à faire des photos, mais aussi énormément à faire de la vidéo. Et il me faut un écran oriental, il me faut de la connectique un peu spéciale, il me faut plein de trucs. Et j'ai déjà mon parc optique avec lequel je tourne et j'ai pas envie de réinvestir tout dedans. Donc ce serait pas un choix rationnel d'en acheter un, parce qu'il me servirait que à faire de la photo et que je peux pas trop réinvestir dans une nouvelle marque, une nouvelle monture, etc. que pour la photo. J'ai besoin d'un truc plus polyvalent si j'investis. Mais ça, c'est mon besoin personnel et de photographe, vidéaste, un peu, voilà, youtubeur, tout ça. Mais si purement demain je dis, vas-y, j'arrête YouTube, j'arrête tout ce que je fais de vidéo, machin, et je fais que de la photo, j'avoue, ça tente, hein. J'avoue, ça tente. Voilà. J'allais vous dire de poser vos questions sous la vidéo, mais il n'y a plus de commentaires maintenant. Donc vous pouvez venir en discuter sur le Discord. Le lien est dans la description. On est sympa, on est cool, on en papote là-bas. Si après avoir vu tout ça, vous avez encore des questions, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il vous aidera beaucoup, que vous ayez un Sigma BF Beautiful Foolishness ou non. Nous on se revoit dans 15 jours pour la suite. J'espère que je serai plus malade à ce moment-là parce que j'en ai marre de faire des vidéos avec le débouché qui reste sur tête pendant 1000 ans et on va avoir l'impression que c'est une chaîne d'un gars qui a le débouché toute sa vie. Et j'aimerais bien passer à autre chose, mon et moi, mais ça on aura la réponse bientôt. Et prenez soin de vous, prenez plein de photos, c'est important de créer, ça rend heureux. Et on se revoit dans 15 jours. Salut!